Salut tout le monde et bienvenue à votre premier cours de programmation orientée objet. On espère que vous avez passé des belles vacances à des fêtes et que vous n'avez pas tout oublié ce qu'on vous a montré à l'automne. Parce qu'effectivement, bien que ce cours-là s'appelle programmation orientée objet et puis qu'on va orienter notre programmation vers un angle différent, tout ce que vous avez appris continue de s'appliquer. Il va y avoir encore des alternatives, des variables, des répétitives, des fonctions, des structures, des tableaux. Tout ça, ça continue d'exister de la même façon. C'est avec le même langage, on est toujours en C++. Par contre, on va réorganiser notre code d'une façon différente. Ça nous demande de faire un peu un espèce de changement de paradigme puis de voir les choses différemment. On va vous expliquer pourquoi. La première capsule, celle qu'on est en train d'écouter en ce moment même, va vous expliquer un peu la philosophie derrière la programmation orientée objet. Et les premiers exercices dans le chapitre 1 vont vous aider à assimiler cette nouvelle façon de faire-là. Puis après ça, petit à petit, on va développer là-dessus. Ça va devenir de plus en plus compliqué et de plus en plus passionnant. Donc, on commence pour l'instant avec la différence entre la programmation procédurale et la programmation orientée par objet ou programmation orientée objet ou POO. La programmation procédurale, c'est celle que vous connaissez déjà. Ce que vous avez appris depuis le début de votre deck avec nous, c'est de la procédurale et de la façon dont ça fonctionnait, c'est très simple. On a un tas de données représenté par plein de variables et ensuite à côté, on a différentes fonctions ou méthodes qui, chacune d'entre elles, existe côte à côte. On appelle les fonctions et on leur passe des données, puis elles font de la manipulation et nous retournent un résultat. Donc, toutes les données du programme sont un peu, si on veut, lousses à l'intérieur du programme. Toutes les variables sont là, puis on appelle les fonctions qu'on a besoin à mesure pour arriver à notre but. La grosse différence avec la programmation orientée objet, c'est que dans la POO, on va se retrouver à avoir des objets indépendants qui contiennent chacun leurs données. Ça, c'est très similaire aux structures. Rappelez-vous des structures que vous avez utilisées à la fin de la session passée. Une structure, c'était comme un nouveau type de données qui contenait plusieurs variables à l'intérieur, chacune de types différents potentiellement. Donc, par exemple, on pouvait avoir une structure étudiant qui contenait un nom et un prénom qui était un string, un âge qui était un int, une moyenne qui était un float, bon, peu importe. On regroupait différentes caractéristiques qui représentaient l'étudiant. Donc, ça représentait un concept et ça, c'était une structure. Après ça, on pouvait créer des instances de cette structure-là, des variables du type étudiant. Puis là, on avait un étudiant 1, étudiant 2, étudiant 3, chacun avait ses données différentes. Donc ça, c'est exactement la même chose. La programmation orientée objet, c'est un peu une extension du concept de structure. La grosse différence maintenant, c'est que les fonctions, qu'on va appeler des méthodes dans ce cours-ci, sont placées à l'intérieur même des objets. Donc l'objet, c'est donc un type de données complexe qui contient plusieurs variables et des fonctions qui servent à manipuler ces variables-là. Donc, ça nous fait une entité complète et autonome qui représente quelque chose, un concept ou un objet concret également, comme un étudiant, un cours, une chaise, une épée, une classe. Donc, peu importe, on peut avoir un objet qui peut représenter n'importe quoi. Donc, l'objet contient ces données qui servent à le représenter et les fonctions qu'on va appeler des méthodes. Les méthodes, en fait, c'est simplement des fonctions à l'intérieur d'un objet. Et là, on va demander à l'objet d'exécuter ces fonctions pour soit avoir accès à ces données, les modifier ou réaliser une fonction quelconque qui est de son ressort. Donc, chaque objet va contenir ses données et ses fonctions et les objets vont être indépendants un à côté des autres comme ça. Donc, c'est un peu une façon de réorganiser notre code. À quoi ça va nous servir, ça? Bien, pour le programmeur, ça va nous permettre logiquement de rassembler des données qui vont ensemble puis les traiter comme un tout. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on faisait avec les structures. Plutôt que de passer 10 variables à une fonction externe, on passe un objet qui contient ces 10 variables-là parce qu'elle représente quelque chose tout ensemble. Logiquement, elle représente un concept ou un objet physique. Et on peut passer l'objet directement. On passe l'étudiant à la fonction plutôt que de passer plein de données externes. Mais là, en plus, lorsqu'on passe l'étudiant contient lui-même les fonctions qui s'appliquent à lui. Donc, on va pouvoir demander à l'étudiant calcule-moi ta moyenne ou ajuste ton âge ou des choses comme ça. Ça va nous permettre donc de protéger les données
en limitant le traitement à ce qui est prévu par l'objet. Donc, on va beaucoup insister là-dessus. Les données qui font partie de l'objet sont protégées. Ça veut dire qu'on ne veut pas que les gens aient accès à lire ou écrire les données de la façon qu'ils veulent. On va vouloir qu'ils passent par nos fonctions. Ils vont demander à l'étudiant, s'il te plaît, donne-moi ton nom, et non pas donner un accès direct au nom. On pourrait aussi demander à l'étudiant, s'il te plaît, modifie la note de ton cours pour la mettre à telle note. Puis, c'est l'étudiant lui-même qui va modifier sa note. Donc, c'est l'objet étudiant qui va modifier sa note. À ce moment-là, ben, on va pouvoir contrôler si on essaie de mettre une note négative, l'étudiant ne le fera pas, va refuser, parce que ça baisserait trop sa cote R. De façon plus générale, ce que ça permet, c'est que ça rend les programmes plus clairs, plus faciles à comprendre, parce que les données et les traitements qui ont rapport avec ces données-là sont regroupés ensemble dans un objet. Donc, une fois qu'on a compris comment l'objet marche, on va voir comment un autre objet fonctionne, puis à la fin, on voit comment le main fonctionne, et c'est beaucoup plus simple parce que chaque objet est déjà compris et est déjà responsable d'une partie des tâches. Ça permet de réutiliser des morceaux de programme déjà faits beaucoup plus facilement. On a déjà un peu commencé à faire ça en se faisant des fonctions. Lorsqu'on faisait des fonctions, plutôt que de faire un seul gros main qui fait tout, on séparait en fonctions, puis on disait, bien, ces fonctions-là pourraient être réutilisées à l'intérieur d'un autre main. Puis c'est vrai que c'est possible, mais c'est souvent rare qu'on ait l'opportunité de faire ça. Un objet, par contre, peut être réutilisé dans plein d'autres projets beaucoup plus facilement parce que ce n'est pas juste une fonction qui sert, mettons, à calculer la moyenne des notes d'un étudiant, qui risque de pas souvent être utile dans d'autres circonstances. C'est un objet, mettons, un objet qui représente un personnage dans un jeu, qui a certains attributs, qui a une image qui est affichable à l'écran. Il peut resservir dans beaucoup de jeux. Et d'ailleurs, dans les exercices qu'on va faire pendant la session, vous allez le constater, on va souvent réutiliser les mêmes objets d'images qui s'affichent à l'écran et qui ont des positions qui vont nous permettre de faire plein de petits jeux simples pour expérimenter les différents concepts qu'on va voir dans le cours. Donc, c'est beaucoup plus facile de réutiliser des bouts de programme déjà faits et ça facilite beaucoup la mise à jour et l'ajout de fonctionnalités parce que lorsqu'on met un objet à jour, cet objet-là change, mais tout le reste autour, tous les autres programmes ne changent pas. Donc, on peut juste dire, OK, maintenant, un personnage, ça fonctionne comme ça, et il rajoute certains attributs. Et on n'a qu'à changer le personnage. Et lui-même, toutes ses fonctionnalités sont déjà modifiées pour tenir compte de l'ajout du nouvel attribut. Donc, pour l'instant, peut-être que c'est flou un peu, c'est normal, vous allez voir, ça va se clarifier à mesure qu'on va en faire. La première capsule est très théorique, donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre les concepts pour l'instant. Même si ça reste vague, ça va devenir plus clair en les utilisant. Donc, un objet, qu'est-ce que c'est un objet? Bien, c'est une chose qui a unité et indépendance selon la définition du dictionnaire. En informatique, ça peut être simplement une espèce de structure qui représente soit un objet concret, comme une chaise, une personne, une épée, un robot, ou un objet abstrait comme un compte de banque ou un cours de programmation. Donc, un objet, c'est un peu comme une variable. On le déclare, puis ensuite, on peut l'utiliser une fois qu'il est déclaré. Pareil comme avec les structures. Rappelez-vous, on faisait une structure qui s'appelait personne, puis on définissait qu'est-ce que c'était une personne. Bien là, on ne pouvait pas l'utiliser directement. Il fallait déclarer un objet du type personne. Fait que, mettons, on déclarait personne Georges, et là, Georges existait et il était une personne. Et là, on pouvait utiliser Georges et accéder à ces informations comme son nom, son âge, sa date de naissance, et peu importe. Donc, l'objet, c'est la même chose. L'objet, c'est la variable, c'est Georges dans notre exemple ici, qui apparaît à un certain point, disparaît à un certain point, a donc une durée de vie, puis entre les deux, on peut l'utiliser. C'est la variable. La classe, maintenant, on va souvent parler des classes. Qu'est-ce que c'est une classe? Bien, une classe, c'est le concept, c'est l'idée abstraite qui sert à modéliser les objets concrets. Donc, dans notre exemple de tout à l'heure, si Georges était l'objet, personne serait la classe. La classe, ça serait une classe personne qui sert à définir qu'est-ce que c'est une personne. Et c'est très similaire à une structure. Donc, on l'a fait avec la structure, on va faire la même chose avec une classe. La différence, c'est que là, on va rajouter des fonctions à l'intérieur de notre classe ou de notre structure et on va appeler ces fonctions-là des méthodes, mais ça va être le même principe. Donc, la classe, c'est un type. Le fait de créer la classe, ça ne permet pas d'utiliser quoi que ce soit tant qu'on n'a pas d'abord déclaré un objet. Donc, c'est comme un moule. Ça sert juste à dire voici ce qu'un objet de type personne va contenir. Mais pour l'instant, il n'en existe pas d'objet, puis il n'y a rien qui contient rien. C'est juste un plan.
lorsqu'on va déclarer un objet du type de la classe, bien là, cet objet-là va exister puis va être utilisable. On va souvent appeler ça une instance de la classe, un objet. Dans une classe, il y a deux affaires, des attributs puis des méthodes. On appelle ça des membres. Tout ça, c'est des membres. Donc, les deux types de membres, les attributs et les méthodes. Les attributs, c'est des variables qui représentent des données. Et des méthodes, c'est des fonctions qui représentent des actions que l'objet peut faire, des services que l'objet peut rendre ou son interface. On va voir ça un peu plus tard. Donc, on déclare des objets d'une classe pareil comme on déclarerait des variables d'un certain type. On met le nom de la classe, le nom de la variable, puis voilà, la variable existe. Fait que la classe, c'est vraiment très similaire à la structure. Donc, on a dit des attributs et des méthodes. Bien, un attribut, on appelle ça aussi parfois une propriété. C'est une caractéristique ou un état que tous les objets possèdent, mais dont le contenu peut varier. Par exemple, une personne, on définit que toutes les personnes ont un âge. Par contre, chaque personne va avoir son âge à elle qui va être différent possiblement de celui des autres. Donc, l'attribut, c'est l'âge. Un âge, c'est comme une variable à l'intérieur de la personne qui nous dit que chaque personne a une variable comme ça. Et le contenu exact de la variable, 25 ans, 40 ans, 8 ans, va dépendre d'une personne à l'autre. Les méthodes, ben, c'est un sous-programme, donc comme une fonction ou une procédure qui appartient à la classe. La méthode, c'est une fonction dans une classe qui peut servir à trois choses. Soit modifier la valeur d'un des attributs. On va dire à ce moment-là que c'est un mutateur. On va souvent utiliser le nom set. Un set parce qu'on va setter la variable à quelque chose. Donc ça, c'est un bel anglicisme. On peut utiliser une méthode pour obtenir la valeur d'un attribut. Donc demander à la personne, donne-moi ton âge. À ce moment-là, ça va s'appeler un accesseur ou un get. Ou pour effectuer un traitement plus général, qui est n'importe quel service que la personne peut faire. On peut demander, par exemple, à la personne de, supposons, manger quelque chose. Puis là, ben, il se passe des affaires à l'interne qui vont varier. Donc, les méthodes, ça va souvent servir à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que les attributs, eux, de leur côté, c'est des variables et ils vont être comme cachés. On n'y accédera pas directement. Lorsque quelqu'un va utiliser une personne, il ne pourra pas avoir accès directement à son nom ou son âge. Il va devoir passer par une de ces méthodes en lui disant « OK, j'appelle la fonction getAge qui va me retourner l'âge de la personne. » Ou la fonction setAge qui va modifier l'âge de la personne pour le mettre à l'âge que je veux. Pourquoi on fait une couche d'accès comme ça? On a les données ici, on a l'utilisateur qui arrive par en haut puis qui doit passer à travers les fonctions pour aller chercher les données. C'est propre à la programmation orientée objet. On veut que l'objet protège ses données, qui ne donne pas nécessairement accès à toutes les données et qui ne donne pas accès à modifier n'importe quelle donnée de n'importe quelle façon. Si on est obligé de passer par sa fonction pour modifier l'âge, ça nous assure que la fonction va faire des validations, puis va s'assurer que l'âge est possible, que ce n'est pas possible, par exemple, de rajeunir, ou ce n'est pas possible d'avoir un âge négatif, ou ce n'est pas possible d'avoir un âge plus haut que 200, ou peu importe les paramètres qu'on décide de lui donner. Donc, les méthodes vont servir à ça, entre autres. Les modificateurs d'accès, on va y passer très rapidement là-dessus, mais on va y revenir plus tard. Ça va être beaucoup plus clair lorsque vous aurez une meilleure compréhension de ce qu'est un objet. Mais en gros, ce qui fait partie d'une classe, que ce soit ses attributs ou ses méthodes, peuvent être soit publics, privés ou protégés. Publics sont accessibles à tout le monde. N'importe qui se déclare un objet de ce type-là peut appeler ces fonctions publiques et peut accéder aux attributs publics qui ne devrait pas exister théoriquement. On va appeler ça l'interface de l'objet. C'est ce que l'objet montre au grand jour et qui est utilisable pour se servir de lui. Les trucs qui sont privés vont permettre ce qu'on appelle l'encapsulation, vont rendre certaines choses impossibles à appeler de l'extérieur. Donc, quand on se déclare une personne, on n'a pas accès à ce qui est privé. Qui a accès à ce qui est privé? Bien, c'est les fonctions qui sont à l'intérieur de l'objet. Donc, les méthodes, elles, sont capables d'aller jouer avec ce qui est privé. Donc, ça, on va s'en reparler. Protéger, on y reviendra plus tard, ça demande une notion d'héritage qu'on va voir dans un chapitre ultérieur. La seule grosse différence entre une classe et une structure, c'est l'accès par défaut. On va parler des classes tout le temps, mais sachez qu'en fait, on aurait pu utiliser des structures tout le temps. C'est une espèce de convention que lorsqu'on fait des structures, c'est juste pour y mettre plusieurs données, comme on l'a fait à l'automne. Et quand on commence à mettre des fonctions dedans, on va plutôt utiliser le mot classe. Mais en réalité, on pourrait utiliser un ou l'autre
pour les deux cas parce que c'est tous les deux la même chose. La grosse différence entre les deux, c'est qu'une classe, par défaut, tout est privé et une structure, par défaut, tout est public dedans. Mais peu importe laquelle on utilise, on va pouvoir spécifier ce qu'on veut qu'il soit public et privé. À ce moment-là, passer par-dessus le comportement par défaut, ce qui fait que ça reviendrait exactement au même. Par contre, par convention, on va toujours utiliser la classe pour faire des objets. Vous allez voir souvent une représentation UML d'une classe. Donc ça, les diagrammes UML, c'est important de savoir en faire et souvent les étudiants négligent ce petit bout-là. Dans les examens, il va y en avoir. Vous allez devoir interpréter des diagrammes, vous allez devoir en écrire aussi. Donc c'est bien de se familiariser rapidement avec ça. Le diagramme UML représente une classe, donc chaque rectangle est une classe. Au début, on va faire des projets qui ne contiennent qu'une seule classe, mais rapidement, on va avoir plusieurs classes dans le même projet qui vont être interreliées entre elles. Pour l'instant, voyons une classe, comment ça marche. Mais le rectangle de la classe est séparé en 3 grandes sections. La section sur le nom de la classe, ça va de soi. Ensuite, la section sur les attributs de la classe et la section sur les fonctions ou les méthodes de la classe. Donc, le nom, les attributs et les méthodes. Les attributs, on va dire ici, par exemple, un professeur a un nom et un âge. Ce sont des attributs, c'est des variables qu'il va avoir. Chaque professeur va avoir un nom et un âge qui pourra être différent. Et les méthodes, c'est les choses qu'il peut faire. On peut appeler la fonction enseigner ou la fameuse fonction boire un café qui est très répandue dans le corps professoral. Remarquez les petits tirets et les petits plus qui sont là à côté. Les tirets veulent dire que ces membres-là sont privés. Les plus veulent dire que ces membres-là sont publics. Et s'il y avait des dièses, ça voudrait dire protégé. Encore une fois, protégé, on va voir ça plus tard dans le chapitre sur l'héritage. Pour l'instant, oublions ça. Donc, tiret ou plus. Les attributs, normalement, devraient toujours être privés dans un bon objet, une bonne classe bien définie. Les méthodes, elles, peuvent parfois être publiques. Certaines vont l'être nécessairement et certaines autres peuvent être privées. Donc, il y aura possiblement des plus et des moins ici. Mais bien souvent, les méthodes, la majorité des méthodes va être publique. Voilà, donc ça, c'est la représentation UML. Qu'est-ce que ça fait une classe? Bien, ça contient les méthodes et les attributs. Ça se protège et ça assure sa cohérence. Donc, comme je disais depuis le début, les attributs vont être toujours privés. Mais pour accéder à l'attribut, on va passer par une méthode qui est à l'intérieur de la classe. Une fonction qui va nous dire, va chercher un attribut, puis donne-moi ce qu'il contient. Ou bien, va mettre ceci dans l'attribut. Mais par contre, les fonctions vont décider de faire ou de ne pas faire ce qu'on leur demande selon notre concept à nous. Si on ne veut pas d'âge négatif dans notre concept, on fait en sorte que notre fonction qui change l'âge refuse les négatifs. Donc, l'interface que l'utilisateur de notre objet est obligé d'utiliser, parce que tout le reste est privé, va gérer l'objet et va s'assurer que l'objet est cohérent et que ces données contiennent des données permises. Donc, un attribut sera toujours privé. Il y a certains attributs qui seront complètement inaccessibles de l'extérieur, qui vont servir juste à l'intérieur de l'objet lui-même. L'objet a ses propres petites variables privées juste pour lui, pour son usage personnel, mais que personne ne peut voir ni accéder. Certains attributs seront accessibles en lecture seule. Il y aura un get pour aller chercher, mais on ne pourra pas changer le contenu de l'attribut. Et d'autres permettront les deux, un get et un set, ou un mutateur et un accesseur. Puis après ça, bien, ils vont pouvoir être changés de la façon que l'objet permet. Donc voilà, c'était la première capsule, petite introduction. Vous avez tout ça, ce PowerPoint-là, sur le site Prof d'Info. Donc, gênez-vous pas pour aller relire. N'oubliez pas de remplir le petit document accompagnateur parce qu'il va compter en classe. Et premier laboratoire, vous allez commencer à expérimenter concrètement cette façon de faire-là. Au début, je le sais tout de suite, je le sais d'avance, vous allez dire, mais à quoi ça sert? Pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi on met les données dans des classes puis les méthodes dans des classes pour faire quelque chose qui aurait pu très bien se faire avec la façon dont on est habitué en programmation procédurale? Puis vous allez avoir raison, les premiers exercices vont être tellement simples que le fait de faire ça en objet n'apportera rien de nouveau, ça ajoute comme un peu de complexité pour faire rien de mieux. Mais faites-nous confiance, à mesure que ça va se développer, vous allez comprendre les possibilités de la programmation orientée objet, puis vous allez voir que c'est vraiment hot par rapport à la procédurale.